Si tu arrives à avoir beaucoup de femmes dans les stades, en plus des hommes qui sont déjà présents, potentiellement, tu peux attirer des sponsors qui sont intéressés par ces femmes et ces hommes qui viennent dans ton stade. Donc, je pense que ce que la balle fait, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils sont pas concentrés sur une seule cible. Ils ont une pluralité de cibles auxquelles ils essaient de les contenter. Donc, le show, c'est pas pour moi ou pour les fans de basket ou pour toi. C'est pour un ensemble de personnes qui veulent un événement où ils peuvent passer du bon temps, se détendre, etc., etc. Donc, je pense que c'est une histoire de vision et une histoire de prendre du recul, en fait. C'est-à-dire que forcément, on est dans du sport. À la fin, on veut gagner. C'est sûr, c'est du business. Mais c'est du business avant tout, en fait. Ouais. C'est du business avant tout. Donc, si on veut professionnaliser ce domaine-là, on est obligé de réfléchir aux organisations sportives comme des entreprises et on est obligé d'adopter les codes du monde de l'entreprise. Sinon, en fait, il y a des investisseurs ou des présidents de clubs qui vont continuer à mettre beaucoup d'argent et qui vont pas en gagner beaucoup. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, aka Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons Bada Oumi Salomon. Oui. Bada Oumi Salomon. Qui est une consultante en e-sport business et en marketing sportif. Oumi, bienvenue au cercle. Merci beaucoup, bonsoir. Salomon. Je te disais tout à l'heure que ton nom est familier, en fait. L'un des anciens rois d'Israël s'appelait Solomon. Ouais. Il était connu pour sa richesse et sa sagesse. J'imagine que tu as les deux, c'est ça? Exactement. Comme tu peux l'imaginer, je suis une descendante, donc voilà quoi. Est-ce que tu peux m'en donner un peu de ta richesse? C'est la richesse que tu veux? Un peu de sagesse aussi. Non, la sagesse, je te fais confiance sur ça. Non, ça va. Non, en tout cas, merci beaucoup. C'est fait un honneur. Ça fait un moment qu'on essaye d'organiser ça. C'est fait un honneur. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours? Ouais, alors donc je m'appelle Bada Oumi Salomon, je suis de Bordeaux, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, fait mes études, etc. Au départ, j'ai un parcours très classique, donc j'ai fait du marketing et j'ai commencé à travailler très tôt en parallèle de mes études. Et finalement, je suis très vite rentrée dans l'univers du sport. Donc, j'ai commencé, par exemple, à travailler au Girondins de Bordeaux. Et j'ai enchaîné pas mal de métiers dans cet univers, en parallèle de mes études. Et pour avancer un petit peu dans le temps, j'ai bossé en Angleterre chez un tour opérateur sportif. J'ai repris ma licence à mon retour. Et j'ai fini par un master en management des organisations sportives. Donc disons qu'au fur et à mesure, mon parcours, il s'est affiné, mais j'ai toujours été très proche du sport. Et je suis encore dedans aujourd'hui. Encore dedans. Ok. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais dans le cadre du sport? Est-ce que tu peux détailler un peu, en fait, le concept, la mission, les fondamentaux, avant qu'on entre en détail dans le sport business? Ouais. Oui, alors, j'ai créé une société il y a pas très longtemps qui s'appelle Cibo. Et en fait, il y a deux cœurs d'activité, donc marketing sportif et tourisme sportif. Ce qui s'apparente au marketing sportif, en fait, c'est pour accompagner le développement des organisations sportives et donc de manière plus globale l'écosystème du sport à se développer en Afrique notamment. Et la partie tourisme sportif, en fait, c'est du tourisme, mais qui est vraiment organisé autour du sport, donc autour des événements sportifs. Et l'objectif pour moi, c'est de créer un pont, en fait, une passerelle un petit peu entre, dans un premier temps, Bordeaux et le Sénégal, et après, de manière plus large, la France et le Sénégal. Super, super. Comment on met en place une organisation sportive rentable, surtout dans le contexte africain? D'après ton expérience. Très bonne question. Et je suis encore en train de, entre guillemets, de me chercher sur ça. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les deux mondes, en fait, le monde européen et le monde africain? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Europe et qu'est-ce que l'Europe peut apprendre de l'Afrique? Disons que c'est quand même deux univers qui sont vraiment très différents. Ok. Je dirais que l'écosystème du sport européen est plus développé que celui du sport africain. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses desquelles on peut s'inspirer et après, il faut les adapter aux réalités locales. Parce que je pense que faire du copier-coller, ça n'a pas forcément trop de sens. Sachant que le modèle européen est pas forcément aussi un modèle sans faille. Mais après, il faut prendre en compte les réalités locales et je suis encore en train d'apprendre. Qu'est-ce que t'as appris? Que c'était pas facile, hein. Oh ouais. Non, que c'était pas facile et que, clairement, en fait,
tu changes de paradigme. Quand tu changes de pays, quand tu changes de continent, tu prends une claque, en fait. Franchement, tu prends une claque. T'as déjà pris une claque, c'est ça? J'en ai pris plein. Vas-y, explique-moi davantage. Non, tu vois, tout à l'heure, on riait de ça parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Mais ça, tu vois, la notion du temps et la notion de l'heure, rien à voir. Ouais. Rien à voir. Donc, pour certains rendez-vous, j'ai attendu beaucoup. Des fois, j'ai attendu longtemps. Des fois, je venais sans être sûre de rencontrer la personne. Et disons que ça, c'est la partie un peu marrante, tu vois, qui me fait rire maintenant. Mais après, c'est vrai que c'est plus complexe parce qu'on est dans une économie très informelle. Et c'est deux mondes opposés, en fait. Ouais, je comprends. Mais on a vu, par exemple, les différents sacres du Sénégal, que ce soit lors de la Coupe d'Afrique, les CHAN, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Donc, j'imagine est-ce que on a une bonne infrastructure sportive et comment le Sénégal peut utiliser, en fait, les revenus générés par ces différents trophées pour booster le football local? Ouais, je pense que, franchement, je trouve que c'est une super bonne chose que le Sénégal soit à ce niveau, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et à mon sens, c'était anormal quand on voit les générations qu'on a eues. Ouais. Tu vois, notamment 2002. 2002, ouais. Mais aujourd'hui, on a cette chance. Il y a eu un travail de la fédération au niveau des infrastructures qui fait que il y a aussi ces résultats. Il y a la formation qui s'est améliorée, il y a le travail des académies et de beaucoup d'autres acteurs, en fait. Et je pense que maintenant, effectivement, l'heure et c'est le temps, en fait, de capitaliser. C'est-à-dire que toutes les organisations sportives, sont à la recherche de financement. Et elles ont toutes le même problème, c'est qu'elles n'ont pas d'argent. Donc là, en fait, il y a de l'argent qui rentre. Mais un argent sans programme aussi, sans feuille de route aussi, ça sert à rien. C'est ça, en fait. Je pense que la base devrait être la vision d'abord et l'argent vient pour financer cette vision. Merci. Donc, en fait, le truc, c'est que finalement, nous, on a la chance sportivement que ça marche. Donc, il y a de l'argent qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? À mon sens, c'est de l'argent qui doit être de l'investissement. On doit effectivement avoir une vision pour bien utiliser cet argent et pour que derrière, il nous rapporte plus. Donc après, effectivement, c'est une question de vision. Oui, mais moi aussi, je pense que d'une part, si on a gagné tous ces trophées, je pense qu'on a été chanceux. C'est pas forcément parce qu'on a mis en place une bonne politique sportive. Ça dépend. Non, en fait, je pense qu'on peut pas dire ça. Ça serait trop réducteur de dire que c'est de la chance. Parce que, tu vois, il y a des infrastructures, il y a des choses qui ont été créées. Tu vois, il y a par exemple le centre sportif de Toubab Dialao qui a permis aux joueurs de se réunir. En fait, quand tu vois jouer les U20, tu te rends compte que, tu vois, en fait, il y a eu du travail. Okay. Le jeu. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Franchement, leur jeu est beau. Tu vois, c'est fluide. Ils ont fait une compétition sans encaisser de but. Ouais. Donc ça montre que, en tout cas, sportivement, il y a eu du travail. Ouais. Après, moi, je dirais que le problème et le défaut des organisations sportives africaines en particulier, c'est qu'on se focalise que sur le sport. Donc, quand on veut professionnaliser une industrie, on peut pas se focaliser que sur le sportif parce que c'est le domaine qu'on ne maîtrise pas, en fait. Tu peux pas anticiper un résultat sportif. Tu peux pas le décider. Tu peux essayer de l'influencer, mais tu peux pas, en fait, être sûr que par ton travail, tu vas forcément gagner. C'est un pari qu'on fait, quoi. Ouais. C'est un pari, mais tu vois, t'as une chance sur deux de le gagner. Donc c'est pas suffisamment. Mais je suis d'accord que c'est un pari, mais quand même parfois, même durant la Coupe du Monde, par exemple, il y a certains pays, comme le Maroc, qui ne sont pas arrivés au résultat escompté, mais malgré tout, tout le monde est fier d'eux, quoi. Je pense que aussi, parfois, en tant que supporter, on ne regarde pas forcément à la destination finale, mais on regarde aussi le parcours. Et si le parcours est beau, on est prêt, en fait, à vous soutenir malgré qu'on gagne un trophée ou pas. Est-ce que tu as senti, bon, au Sénégal aussi, on est passé par ces différentes phases lors de la CAN 2019, quoi. On n'a pas gagné, mais on était tous heureux. À travers le sport business, comment on gagne de l'argent d'abord? Moi, je suis un fanatique. Je veux faire comme si je comprends rien, là. Comment on gagne de l'argent dans le sport? Mais écoute, en fait, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que, à mon sens, c'est intéressant et c'est là où il y a la problématique. C'est-à-dire que quand on se place du point de vue du fan, le fan, il est content à partir du moment où on va loin, même si on perd. On est un peu frustré, on est un peu triste, mais on est content et on est fier. Ouais. Mais en fait, ça fait pas gagner d'argent, ça. Qu'est-ce qui fait gagner de l'argent? C'est remporter des trophées. Rapporter des trophées, ça fait gagner de l'argent à la fédération. Maintenant, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent en dehors de l'aspect sportif. Il y a le merchandising, il y a les transferts, il y a les tickets de match, et il y a plein de revenus comme ça. Annexe, il y a les partenariats aussi. Aujourd'hui, le sponsoring, les droits télé, exactement. Et tout ce qui est sponsoring. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent payer pour être visibles dans le sport.
Et ça, c'est des revenus supplémentaires pour une organisation sportive. Donc finalement, quand on réfléchit comme ça, on sort un peu de la partie sportive et du résultat. On commence à prendre un peu de recul et on se rend compte effectivement qu'il y a d'autres leviers à aller actionner pour faire tourner une organisation sportive. Si on gagne, c'est bonus. Mais quand on gagne, il y en a combien qui perdent? Est-ce que pour autant, tu vois, ils doivent, eux, délaisser tout ce qui est marketing et espérer gagner alors qu'à la fin de chaque saison ou de chaque compétition, il n'y a qu'un seul vainqueur? Mais c'est la loi du sport. On accepte les lois du sport. On accepte d'avoir un seul vainqueur, quoi. Mais je veux dire, si on prend par exemple le Sénégal, le football local, on a vu les CHAN, on a gagné. Ces joueurs-là reviennent à leurs clubs locaux. Ils vont continuer de gagner des salaires dérisoires, entre guillemets. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, toi, à travers ta feuille de route, à travers la partie tourisme sportif et marketing sportif, quels sont les leviers d'action sur lesquels ces clubs locaux peuvent se baser pour augmenter leur performance, mais aussi générer des revenus avec leur fanbase, quoi? Mais écoute, moi, je pense que il y a du potentiel. Et pour moi, le sportif, en fait, quand tu es dans de bonnes dispositions sportives, pour le marketing, c'est bénéf. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CHAN, personne n'a misé sur le Sénégal pour le CHAN. Mais en fait, quand tu le gagnes, tu atteins un certain niveau de notoriété. Et à ce moment-là, il faut capitaliser dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose et je trouve que c'est dommage parce que l'effet peut très vite retomber, en fait. C'est sûr. Tu vois, donc aujourd'hui, grâce au CHAN, il y a certains noms qui ont été mis en valeur. Tu vois, les gens qui suivent le championnat, eux, ils connaissaient déjà ces joueurs-là. Moi, je les connaissais pas. Non, je suis un peu le championnat, tu vois, mais je connais pas forcément les joueurs. Non, je suis jamais allé regarder un match de championnat local. C'est vrai? Je te jure, jamais. Ah ouais? Jamais. Je suis coupable, je sais. Ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Non, faut pas dire ça. Non, mais après, d'une certaine manière, tu vois, ton constat, il est intéressant. Pourquoi tu es jamais allé? Parce que peut-être que c'est pas attractif. On te donne pas envie d'y aller. Ah, franchement. Donc, c'est un problème. Et je pense qu'il y a vraiment un problème de vision sur ça. C'est-à-dire que quand tu te concentres que sur le sportif, tu vas attirer les fans de foot. Mais aujourd'hui, tu vois, dans les différents événements sportifs, il n'y a pas que des fans. Enfin, pas que des fans de ce degré qui viennent assister aux événements sportifs. Si on prend le cas de la balle, franchement, je connais pas toutes les règles du basket. Mais en fait, l'événement, il te donne envie d'y aller. Et quand il va, c'est un showbiz, quoi. C'est un show, vraiment. Il y a une vision qui fait qu'ils attirent plus largement que seulement les fans de sport. Tu vois, pour une compétition qui est si récente, il y a un gros travail marketing qui est fait. Et tu sens que c'est une différence de vision, en fait. Je suis d'accord. Même si tu regardes, si tu analyses les NBA, c'est ça ce qui fait leur force, en fait. C'est à la fois, il y a le talent, mais il y a aussi le show derrière, en fait. Comment ils préparent les shows, comment ils mettent les cheerleaders, les performers, les danseurs, les acteurs. C'est vraiment, en fait, un cadre où tu viens pour te relâcher. Peu importe le résultat, que ton équipe gagne ou pas. L'essentiel, on va passer du bon temps. Et je pense qu'on n'a pas la même perception des choses en ce qui concerne les championnats locaux. En fait, d'habitude, parfois, moi, je me rappelle bien quand j'étais petit, j'allais regarder des matchs de Nevetad, mais ça se terminait souvent par des bagarres. Jusqu'à présent, hein. Jusqu'à présent, j'imagine. Donc, c'est pas trop attractif. Mais est-ce que tu peux détailler un petit peu tout à l'heure quand tu parlais de BAL? Je pense que BAL, quand même, a abordé une approche différente. Ça va au-delà du sport, mais je pense que eux, ils sont aussi focalisés dans le tourisme, dans la logistique, le transport. Il y a plusieurs secteurs, en fait, qu'ils ont su emballer dans leur parcours. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Comment le sport peut aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain comme un business et comme un levier de développement? Je pense que, tu vois, pour rebondir et faire un parallèle avec le football local, je pense que vraiment le vrai problème, c'est qu'on se focalise que sur le sportif. Okay. C'est-à-dire que à partir du moment où tu prends un peu de recul et que tu cherches à développer ton business, tu vas chercher à attirer plus de monde. Donc tu vas réfléchir à des profils différents. Par exemple, dans les stades, il n'y a pas de femmes. Comment tu fais pour attirer des femmes? Si tu commences à réfléchir à cette problématique-là, que tu arrives à attirer des fans, potentiellement tu augmentes ton potentiel de clients, parce que les fans aujourd'hui ce sont les clients, tu vois, des organisations sportives, et potentiellement tu as une vision en fait de développement. Pareil pour aller chercher des sponsors. Si tu arrives à avoir beaucoup de femmes dans les stades, en plus des hommes qui sont déjà présents, potentiellement tu peux attirer des sponsors qui sont intéressés par ces femmes et ces hommes qui viennent dans ton stade. Donc je pense que ce que la BAL fait, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils sont pas
concentrés sur une seule cible. Ils ont une pluralité de cibles auxquelles ils essaient de les contenter. Donc le show, c'est pas pour moi ou pour les fans de basket ou pour toi. C'est pour un ensemble de personnes qui veulent un événement où ils peuvent passer du bon temps, se détendre, etc., etc. Donc je pense que c'est une histoire de vision et une histoire de prendre du recul, en fait. C'est-à-dire que forcément, on est dans du sport. À la fin, on veut gagner. C'est sûr, c'est du business. Mais c'est du business C'est avant du tout, en business, fait. C'est du business avant tout. Donc si on veut professionnaliser ce domaine-là, on est obligé de réfléchir aux organisations sportives comme des entreprises et on est obligé d'adopter les codes du monde de l'entreprise. Sinon, en fait, il y a des investisseurs ou des présidents de clubs qui vont continuer à mettre beaucoup d'argent et qui vont pas en gagner beaucoup. Donc, à un moment donné, je pense que c'est un modèle qui est pas viable sur le long terme. Qui est pas viable sur le long terme. Mais est-ce que, par exemple, je veux pas comparer le championnat local avec les championnats anglais et espagnols, mais je veux dire, si tu regardes, par exemple, la page de Real Madrid ou la page même de Al Nasser, de la Ligue Saudi Arabia, là, tu vois qu'en fait, il y a un effort qui est fait derrière pour, en fait, faire participer l'audience, le public, dans les activités qui se passent dans le club, que ce soit, ils ont une chaîne YouTube, des pages Instagram, des pages Facebook, ils font des lives, et ils créent des communautés, en fait, en ligne, ce qui renforce non seulement le taux de trafic, mais aussi le nombre de participations dans les différents matchs. Dans le championnat local, je pense pas que ça demande pas beaucoup de moyens pour créer une page Instagram ou une page YouTube. Donc, qu'est-ce qui empêche ces clubs locaux là? Même si je sais qu'on a des problèmes d'investissement, des problèmes de financement, je suis d'accord. Mais quand même, ça ne doit pas être un frein pour essayer de petites choses qui peuvent marcher en grande échelle, quoi. Après, en fait, au niveau des réseaux sociaux, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Mais je pense que dans ces efforts-là, la problématique, c'est que ce sont des métiers, tout simplement. C'est-à-dire que tu peux pas confier la communication au neveu d'un tel. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, ok, tu communiques et c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui communiquent, mais en fait, dans le marketing et dans la communication, il y a des stratégies à mettre en place pour atteindre des objectifs. Si déjà tu ne formules pas d'objectifs, tu communiques pour communiquer, donc ça te rapporte rien, en fait. Et je pense que on est dans cette phase-là, dans cette phase où en fait les clubs communiquent sur les réseaux sociaux et il y en a qui ont très peu de moyens mais qui arrivent à très bien le faire. Maintenant, il manque le côté professionnel encore une fois. Le côté professionnel. Mais comment on peut développer ça, ce côté professionnel? Tu parlais de l'argent qui est rentré dans les caisses. On peut utiliser cet argent s'il y a de l'argent qui est reversé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Par exemple, la Coupe d'Afrique, ça date de plus d'1 an, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Très bonne question. Ah, tu sais pas, toi? Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est des questions qui vont bientôt ressurgir, tu vois, et que potentiellement, on va savoir si l'argent a déjà été utilisé, redistribué, etc. Il me semble que pour le CHAN, il y a des chiffres qui ont circulé sur une redistribution pour les clubs locaux. Mais en fait, on a gagné la CAN, on a gagné le CHAN, on a gagné la CAN U20, on est allé en Coupe du Monde. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait à peu près combien? Je pense il me semble que j'avais vu le chiffre, je dirais pas de bêtises, il faudra peut-être rectifier après, mais il me semble qu'on est à plus de 7 milliards. 7 milliards. Quelque chose comme ça. Tout compris, quoi. Tout compris. De francs CFA. C'est quelque chose, quand même. C'est beaucoup, c'est énorme. Quand tu vas en Coupe du Monde, déjà, tu vois, on est quand même, on a eu un parcours assez intéressant. Tu reçois de l'argent. Et après, sans compter le sponsoring et toutes ces choses-là, tu vois. Non, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis coupable, là. Je l'ai dit. Je suis jamais allé regarder un match de championnat local. Et malgré tout, par exemple, ce soir, je vais regarder le match Real-Barça. Je suis les grands championnats. Mais tu vois la différence, en fait. C'est ça, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer, en fait. Je suis les grands championnats. C'est pas parce qu'on me force de le faire. C'est parce que j'y vois, en fait, de la qualité. J'y vois du talent, de la technicité. Et peut-être on a tout ça dans le championnat local, mais il y a un pas qui manque, c'est je n'ai aucune raison valable qui peut me pousser d'aller acheter un ticket et d'aller regarder ces matchs. C'est du marketing, en fait, d'une certaine manière. Mais ce gap-là, c'est pas un gros gap. Donc, c'est pas un gros gap, mais c'est pour ça qu'on peut les comparer. Tout à l'heure, tu disais, tu vas pas les comparer. On doit les comparer, en fait. On doit se dire, OK, ces championnats-là, peut-être qu'ils sont plus vieux que les nôtres. Donc, en toute humilité, tu vois, il faut faire des comparaisons qui ont du sens. Mais en fait, pourquoi on s'inspire pas de leur fonctionnement? C'est-à-dire que tout à l'heure, tu faisais des comparaisons de pages Instagram. Mais regardons ce qu'ils font. Essayons de faire pareil, puisqu'il y a déjà des pages Instagram qui sont lancées. Essayons d'aller, en fait, créer ce lien avec nos supporters et potentiellement d'élargir nos cibles. Tu vois,
je pense qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas. Lors du CHAN, en fait, il y a un nom qui est sorti. Lamine Camara. Oui. Lamine Camara, son nom, il est sorti. Cannes U20, même chose. Moi, en fait, après le CHAN, je suis allée le suivre sur Instagram et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même chose. Comment on capitalise sur ça, en fait? Que ce soit pour l'athlète en lui-même, que ce soit pour la visibilité de son club, de son championnat ou de la fédération sénégalaise de manière un peu plus globale. Et je pense que c'est ce travail-là qui manque pour le développement, en fait. Et d'où l'importance de ton entreprise qui évolue dans ce domaine-là, du marketing relationnel. Parce que c'est dommage, hein. Par exemple, maintenant, le sport, c'est vrai que c'est des clubs, mais en même temps, c'est individuel. Par exemple, si on a acheté Cristiano Ronaldo à plus de 200 millions de dollars par an, c'est parce qu'il génère sur les réseaux plus de 500 millions d'abonnés, en fait. Déjà, c'est des chiffres factuels qui démontrent votre valeur, quoi. Et j'ai du mal à comprendre qu'il y a ce petit écart qui fait que parfois, au niveau local, on a du mal à générer des revenus ou même à valoriser nos talents, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que, comme tu dis, il y a un gap. En fait, il y a un très gros écart entre les deux. Mais on a les ingrédients, mais on n'arrive pas à faire un bon gâteau encore. C'est ça qui me pose problème, en fait. C'est frustrant. C'est frustrant parce que on n'a pas besoin de réinventer la roue, en fait. La solution est là, elle marche. Exact. Et qu'est-ce qui nous empêche de les réaliser? Je comprends pas. Tu vois, aujourd'hui, quand tu prends l'équipe nationale, tu vois, récemment, j'ai vu une pub, je crois que c'est Ganagay, qui est une station d'essence. Bref, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Shell, c'est ça? Ouais, mais peu importe. Ça marche, en fait. Donc, ça veut dire que si... Pourquoi tu dis que ça n'a pas de sens? Je suis curieux. Non, parce que je veux dire, en fait, c'est pas parce que tu vois Ganagay associé à Shell que tu vas aller pomper chez Shell, en fait. Tu vois. Mais bon, en tout cas, il y a de l'idée. Mais c'est pas, parallèlement aussi, c'est pas parce que tu vois Sadio Mané ambassadeur de Air Sénégal que tu vas prendre Air Sénégal. Exact. Mais en fait, c'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot finalement à faire. Tu sais, pour accompagner aussi sur cette compréhension du marketing sportif. C'est-à-dire que là, on est dans du marketing d'influence, typiquement, tu vois. Mais effectivement, il faut que ça rentre dans une stratégie globale. L'exemple de Sadio Mané, en fait, c'est un exemple dont j'ai beaucoup parlé. On en avait fait un live d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas le fait d'associer Sadio Mané à Air Sénégal qui va faire que tout le monde va aller prendre Air Sénégal. C'est sûr. Il y a des problématiques chez Air Sénégal qui doivent être réglées, Yeah. au moins avant ou en parallèle de ce partenariat pour qu'il ait du sens. C'est sûr. Et pour qu'il ait de l'influence, en fait. En même temps, ils ont payé pour avoir ce partenariat. Ouais, ils ont payé gros, j'imagine. Mais ils ont payé gros. Est-ce que l'investissement, il va être rentable? Rentabilisé, c'est sûr. Et est-ce qu'ils se sont posé cette question-là? Je ne sais pas. En même temps, je pense qu'il y avait des problèmes beaucoup plus urgents que d'aller payer un accord de partenariat avec un influenceur sénégalais. Je pense aussi. Hein. Je pense aussi. En tout cas, en termes de timing, je pense qu'il fallait peut-être travailler d'abord la stratégie, la qualité, la fidélisation, exactement. Et après, peut-être capitaliser avec un Sadio Mané. En soi, le choix est pas... En soi, je trouve que c'est un bon choix, mais le timing, on peut en discuter, tu vois. En fait, moi, c'est ça, en fait, mon problème avec pas mal d'entreprises. Je pense que d'habitude, ce que je vois, je comprends la vision derrière, mais le timing est mal fait, quoi. Ouais. Tu vois un peu. En fait, peu importe la personne qui associe avec ton image, avec la marque, si t'as pas de bons produits ou de bons services, ça sert à rien. C'est clair. Parce que tu fais que générer plus de clients fâchés. Ouais. Et en plus, tu dépenses de l'argent. Tu dépenses de l'argent. Par exemple, Air Sénégal, imagine Sadio Mané a fait amener plus de 100 000 nouveaux clients à Air Sénégal. Donc, ça fait 100 000 personnes supplémentaires qui vont se plaindre auprès de la compagnie Air Sénégal. Ah, sur les réseaux sociaux, ça rigole pas. Oui, alors que vous avez du mal à satisfaire votre clientèle de base. C'est extraordinaire, quoi. Non, mais tu vois, ça, après, finalement, c'est une problématique, de marketing tout court. Ça veut dire que, est-ce qu'ils ont fait une analyse, tu vois, avant même d'envisager un partenariat, est-ce qu'ils ont fait une analyse de cet aspect-là chez eux? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont réussi à comprendre quelles étaient leurs faiblesses? Est-ce qu'ils ont défini un plan d'action pour essayer de résorber ces faiblesses-là? Ouais. Tu vois, c'est intéressant. Et surtout de se préparer, quoi. Par exemple, imagine si une entreprise de production de boissons gazeuses fait une publicité avec la plus grande star du Sénégal. Derrière, quand même, ils doivent être en mesure de fournir la demande, en fait, qui va venir de cette campagne d'influence, quoi. Par exemple, imagine, je pense la raison pour laquelle on s'associe à ces personnes de marque, c'est pour générer plus de clients. Normalement. Mais si tu génères plus de clients et que derrière t'as pas une production stable,
t'as des machines qui tombent tout le temps en panne, ça n'a aucun sens. Non, en termes de priorité, et en fait, il n'y a pas de priorisation. Et je pense que finalement, tu vois, globalement, dans le monde du sport, c'est ce qui se passe. Et après, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, des fois, c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que en fait, on veut les personnes qui brillent, entre guillemets, mais on oublie qu'il faut les intégrer dans une stratégie globale et que il faut réfléchir en fait avant d'aller sur du marketing d'influence parce que c'est à double tranchant. Ça peut avoir un effet où ça va te booster, ça va t'apporter plus de notoriété, plus de ventes, etc. Et comme tu disais, ça peut t'amener 100 000 personnes plus de réclamations qui vont se plaindre. Parle-moi un peu de ton voyage aux États-Unis, à Ohio, Cleveland, de l'expérience. Et comment ça a été, quoi, avec les NBA? Ouais. Mais écoute, franchement, c'était super. C'était difficile. Parce que c'était une mission, tu vois, on m'a sollicité, en fait, 2 mois avant la date initiale. Alors qu'en général, c'est des voyages qui s'organisent sur, quand même beaucoup plus de temps. Mais on a réussi à le faire. Et c'était génial. Parle-moi, qu'est-ce que tu as fait exactement pour les gens qui nous écoutent? T'as amené, bon, je connais l'histoire derrière, mais vas-y, développe. Parce que j'ai une question après qui va venir. Okay. Ouais. En fait, j'ai amené une équipe de basketball parisienne à Cleveland. Et l'objectif, en fait, ils ont tourné un documentaire, en fait, qui a été commencé à Paris. Donc, l'idée, c'était de suivre cette équipe jusqu'à aller aux États-Unis, affronter des équipes de basketball américaines, en fait, tout simplement. Et moi, j'étais en charge de l'organisation de ce voyage, voilà, quelques semaines avant. Ouais. J'imagine que t'as pu voir la machine NBA, quoi. T'as pu voir que rien n'est anodin, que ici, tout est calculé à millimètre. Pareil, ils ont les meilleurs psychologues, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs médecins sportifs, les meilleurs coachs dans tous les domaines, quoi. Quand t'as vu cette machine exceptionnelle, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Ouais, ben en fait, effectivement, qu'est-ce que t'as appris aussi de cette expérience-là? Effectivement, on a eu l'occasion d'aller voir un match avec ce groupe-là que j'ai emmené. Et bon, moi après, ça m'a pas surprise dans le sens où, comme c'est mon domaine, je m'y intéresse déjà beaucoup. Et je vois en fait déjà, tu sais, en lisant la presse, etc., en regardant les études de cas, je sais la machine que c'est. Ouais. Maintenant, le vivre, c'est autre chose. On est allé voir un match, c'était Cleveland contre les Knicks, et déjà, en fait, tout le monde avait envie d'y aller, forcément. Tu vois, c'est des basketteurs, on arrive aux États-Unis, obligé, il faut aller voir un match de NBA. Et en fait, tu vois que tout est organisé, tout est millimétré. Tu vois, en fait, que c'est un autre niveau. Ouais. Et c'est clair que quand tu parles de NBA et que tu parles de l'Afrique derrière, c'est là que tu vois qu'il y a un gap. Je parle pas de la Basketball Africa League parce que c'est différent, mais vraiment dans le sport africain en général, encore une fois, je nuance, c'est pas pareil dans tous les pays, mais dans certains pays, dans certains championnats, vraiment, on est loin de ça. On est beaucoup trop loin, alors qu'on a déjà des moyens pour avancer un peu dans le bon sens. Mais la NBA, tu vois, en fait, que c'est aussi c'est un différent paradigme. C'est-à-dire que là, tout est professionnel. On est dans un système de ligue fermée où il y a des investisseurs, en fait. Donc, l'objectif, c'est la rentabilité. Et tout le système est construit comme ça. Tu vois, même le système de draft et le système de transfert, il est fait de sorte à ce que on garde la concurrence. Ça fait vendre. Ça fait vendre. Et c'est ça, en fait, ce qui me fascine avec les NBA, c'est que parfois, nous, les Africains, on est tous coupables de ça. C'est que parfois, on modélise ce qui marche ailleurs et on essaye de les rendre divins, quoi, comme si que ce niveau est on peut pas l'atteindre, comme si on pouvait pas l'atteindre. Ouais, comme si ce niveau, c'est exceptionnel et jamais on pourra l'atteindre, peu importe nos efforts. Alors que c'est pas le cas, en fait. NBA, c'est une organisation qui existe depuis plus de 75 ans, si je me trompe pas. Et que ils ont su parcourir un chemin pour arriver là où ils sont actuellement. Pourquoi pas nous aussi? Au lieu de voir, en fait, l'iceberg, pourquoi on peut pas commencer pas à pas? Tu vois? Parce que le monde du sport est trop pressé. C'est bizarre. Mais il faut un pas pour démarrer, quoi. Il faut qu'on démarre de quelque part. On peut pas se comparer des NBA. C'est ça. En fait, il faut toujours essayer de contextualiser parce que sinon, tu te fais mal à la tête. Si tu regardes la NBA et tu regardes là le championnat local, mais tu te dis, en fait, on va jamais y arriver. Mais effectivement, eux, ça s'est pas fait en un jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Non. Donc, il faut commencer quelque part. Et se comparer d'une année sur l'autre. Tu vois, aujourd'hui, la Basketball Africa League, certes, ils arrivent avec des moyens,
Mais en fait, tu vois déjà une évolution entre la saison 1 et la saison 3. Et ça va aller encore mieux, en fait, avec le temps. Mais il faut avoir l'humilité de se dire, OK, on commence là. Demain, on veut aller là. Pour après-demain, aller là, en fait. C'est ça. En fait, tout ça, c'est de l'œuvre humaine. Et j'aime pas quand les gens essaient de sacraliser les choses, comme si que c'est du sacré, on touche pas à ça. Alors que vrai. Ça, c'est une activité humaine. Non, mais si tu savais, moi, ça me frustre. Moi, ça me frustre, en fait. Parfois, quand j'entends les gens parler de Elon Musk, de Bill Gates, mais c'est des humains, en fait. C'est des humains qui chient comme nous tous, quoi. Arrêtez de les sacraliser, quoi. Tu vois, non, c'est vrai. Mais en fait, c'est un complexe aussi qu'on se crée. Tu vois, c'est un complexe qu'on se crée et j'ai l'impression en tout cas que dans le sport, c'est quelque chose qui est en train de sauter un peu, tu vois. Genre quand on voit même les résultats de l'équipe sportive, tu te dis, il y a un complexe qui est en train de sauter et c'est des barrières mentales en fait qu'on se construit. Je te jure. Mais pourquoi on pourrait pas nous le faire? Non, c'est exceptionnel. Surtout moi, la dernière fois que je suis allé à Paris, novembre dernier, je suis allé regarder un match de Paris Saint-Germain. Mais je me suis dit dans ma tête, wallah, je connais au Sénégal des joueurs qui jouent mieux que Mbappé. Mais tu te rends compte? Mieux que Neymar et mieux que Messi. Sauf qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir cette visibilité de jouer dans les grands championnats. Mais Wenger l'avait dit, hein. Wenger l'avait dit. Il avait dit. On a plus de talent que l'ensemble de ces clubs européens. La seule différence, c'est que ce talent n'arrive pas à la maturation. Ou bien leurs rêves sont coupés dès le bas âge. Donc maintenant, comment on peut faire? Bon, on va aller dans le prochain, on va voir le prochain sujet, c'est l'exploitation du talent africain. Il y a beaucoup de clubs qui viennent ici extirper nos talents, les revendre en Europe à des prix dérisoires, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser nos joueurs locaux, les préparer davantage et avant qu'on les vende sur le marché international? Je pense qu'il faut bien les accompagner. Ce qu'on peut faire, en tout cas, à un niveau marketing, c'est les accompagner aussi dans la communication. Les former à tout ce qui est communication, les former aux enjeux du marketing, parce qu'aujourd'hui, ça a de l'influence sur le sport. Et aujourd'hui, en fait, un athlète qui communique bien sera, à niveau égal, en fait, sera toujours préféré à quelqu'un qui sait pas communiquer. C'est sûr. Donc, tu vois, c'était quand? Il y a 2 ans, je crois que c'était l'année dernière, quand il était question du ballon d'or entre Mané et Benzema. En fait, la différence, ça s'est faite là. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait le match de Ligue des Champions, tout le monde parlait que de Benzema. Il y a un plateau sur Canal+ où Habib Beye, tu vois, ils étaient en train de discuter de ça. Et à un moment donné, ils ont dit, ah oui, en fait, dans les concurrents, Benzema, je sais pas qui. Et ils ont dit Sadio Mané. Mais au bout de 5 minutes. Et Habib Beye, en fait, il était trop énervé. Il a dit, ah, enfin, tu vois. C'est une histoire de marketing et de communication. Aujourd'hui, un joueur qui communique bien, qui a une communauté. Mais Sadio Mané ne communique pas bien. Peut mieux faire. Il peut mieux faire, ouais. Peut mieux faire. Mais aujourd'hui, ça impacte le sportif. Tu vois, si aujourd'hui, nos joueurs locaux, on arrive à les accompagner dans ça, ils sont repérés par un club étranger, tu les vends plus cher. Tu les vends plus cher parce que, automatiquement, ça augmente la notoriété. Ça augmente la visibilité et potentiellement, tu vois, entre 2 athlètes, un qui a, 10 000 abonnés ou même pas 5 000, une personne qui a même pas un compte ou qui a un compte avec des photos, des filtres et des trucs comme ça. En termes de crédibilité, il y a une différence. En termes de notoriété, il y a une différence. Du point de vue d'un recruteur ou d'un club, il y a une différence de prix. Il y en a un, tu proposeras pas la même somme que l'autre. C'est sûr. Et ça, c'est du marketing. C'est vrai, t'as parfaitement raison. Mais est-ce que, je sais qu'en NBA, au niveau, pendant les drafts, ils préparent les joueurs à travers des formations de media training. Mais au Sénégal, en football, est-ce qu'on fait des formations de media training d'habitude? Pas que je sache. Okay. C'est un de mes projets. Okay. Mais à l'heure actuelle, pas que je sache. Donc pas de media training, quoi. C'est extraordinaire. C'est pas pour rien que les joueurs NBA savent parler. Hein. Non, mais c'est clair. Ils savent aussi répondre aux différentes questions. Et tu le vois même dans les championnats de foot. Tu vois, la dernière fois, je regardais une interview de Erling Haaland après qu'il ait mis ses buts, là, ses 5 buts. Il s'exprime trop bien. Et en fait, c'est agréable. C'est-à-dire que tu vois que le gars, il a pas peur de parler. Et même, il blaguait, en fait. C'est plus agréable pour les fans. Donc, ça contribue aussi à amener des fans. C'est ça. Par exemple, moi, si j'ai découvert les arts martiaux, c'est grâce à Conor McGregor. Je sais pas si tu connais Conor McGregor, mais c'est oui, c'est Conor. Conor. Ouais. Il est drôle. Un Irlandais qui parle comme un fou, confiant, tu vois. Il a rien à foutre de personne. Ça, c'est attirant, en fait. En tant que fan, ça t'attire. Et puis, ça t'accroche. Tu viens, tu regardes un combat. Bien. C'est fini. Non, mais tu vois, c'est aussi un moyen de fidéliser.
et d'aller conquérir de nouveaux prospects, de nouveaux fans. Je dis prospects, tu vois, des fois j'ai les mots qui sortent plutôt en mode business je vois. mais en fait c'est ça, les fans, c'est les clients des organisations sportives. Donc à partir du moment où tu comprends la chose comme ça, tu changes de paradigme et tu travailles différemment en fait. Non, en même temps, on vit dans un monde numérisé, digitalisé. C'est pas comme avant où si tu entendais David Beckham, c'est parce que tu le voyais à la télé. Maintenant, si tu es un fan de Erling Haaland, de Marcus Rashford, tu peux aller voir son Instagram, regarder sa copine, sa surtout femme, notre sa génération. vie. Tu vois, notre génération. Notre génération, en fait, donc, on n'est plus dans que le sport. C'est ça. On a un attachement spécial. Émotionnel avec nos joueurs préférés, quoi. Ce qui rend cette susceptibilité un peu exceptionnelle, quoi. Ouais. Tu vois, un peu. On n'est plus des fans éloignés ou distants. On est des fans qui sont sur le terrain avec nos joueurs qui savent ce qui se passe dans leur vie personnelle. On veut tout savoir. Mais sachant ça, il faut donner aux fans ce qu'ils veulent et réfléchir à comment le monétiser. Bon, tu vois, sans aller dans le privé, mais en fait, des insides. Quand tu regardes les comptes du Real Madrid, du Barça, etc., c'est ce qu'ils font. Ils savent que les fans veulent ça. Ils proposent. Après aussi, au-delà de ça aussi, toujours dans le cadre du marketing, parfois aussi le drame ou bien les moments catastrophiques d'un joueur pour booster sa carrière. Par exemple, moi je connaissais pas avant genre Piqué. C'est quand il s'est marré avec chacun que je me suis intéressé à lui. Pour dire qu'en fait ce qui se passe en dehors du terrain aussi impacte ce qui se passe sur le terrain. Donc tu es fan de Shakira? Oui, je suis fan de Shakira, moi. Tout le monde est fan de Shakira. C'est clair. Non, bien sûr, ça impacte. Et c'est pour ça que tu vois, à mon sens, il y a même un accompagnement à faire de ce point de vue-là. C'est-à-dire, ok, t'es un athlète, tu commences à avoir de la visibilité, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Faut penser en fait que chaque chose que tu fais a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Mais qu'est-ce que tu penses des différents cas de viol présumés que tu vois sur les médias, que ce soit David Alves, Achraf Hakimi? Qu'est-ce qui se passe dans ces temps dans le monde du football? Moi, je sais pas. Franchement, il y en a trop de cas. Hein. Il y a beaucoup de cas. Après, est-ce que finalement avant il y en avait autant et c'était passé sous silence? Après, c'est très compliqué parce que tu sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça peut être vrai comme ça peut être faux jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut faire attention et ça doit servir de leçon à tout le monde. Que ce soit vrai ou pas, il faut savoir que c'est un environnement qui est complexe. À partir du moment où tu as une certaine notoriété, que tu as une certaine assise financière, il y a pas que des gens bien intentionnés qui sont autour de toi. Et après, ça dépend aussi de ton comportement. J'ai pas envie de prendre de parti, tu vois, parce que on peut dire que c'est des cibles, mais des fois aussi, il y a des athlètes qui déconnent, tu vois. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il faut faire attention et se dire que tu changes de monde, en fait. Tu changes de monde. Et tu changes de vie. Faut le comprendre et faut être prêt. Après, l'entourage aussi, c'est important, quoi. Savoir choisir son entourage. Par exemple, si tu as suivi le cas de Ja Morant, le joueur de NBA. Ja Morant, t'as suivi? Ja Morant. J'ai pas suivi l'affaire. En fait, on l'a attrapé dans une vidéo où il dansait avec une arme à feu, quoi. Ah, ok. Oui. Bon. NBA étant une organisation stricte, je pense qu'ils l'ont amendé et ils l'ont aussi suspendu pour 8 matchs. Alors que le mec, il doit signer bientôt un contrat de 200 millions de $. Non, mais et moi, je trouve ça bien. Il a perdu aussi des sponsors à cause de ça. Moi, je trouve ça bien, en fait, à un moment donné, qu'il y ait un modèle de sanction et que ça soit très strict. Parce que il faut pas dissocier le sport du reste de la vie, en fait, tu vois. Ça veut dire que l'éthique, on doit tous avoir une éthique, une morale, quoi. En fait, le sport, c'est un domaine particulier, mais c'est un domaine qui est sujet à beaucoup d'influence. Donc, il y a des choses qui sont inacceptables. Par exemple, la violence dans les stades, inacceptable, en fait. Le message que tu envoies, l'exemple que tu donnes, ça éduque, en fait, les plus jeunes. Donc, il y a des choses qu'on doit pas accepter et qu'on doit pouvoir sanctionner pour qu'elles n'arrivent plus. Donc, après, le sport, après, je pense que c'est aussi le reflet de la société. Donc, on peut pas croire que par le sport, on va tout changer. Mais on peut tous essayer, en fait, dans le sport et en dehors du sport. C'est vrai que ça reflète la réalité de la vie, quoi. Des gens, c'est cette camaraderie compétitive, autour d'une vision commune, mais aussi d'un objectif individuel, quoi, tu vois, un peu. Mais quand même, j'ai du mal à voir quelqu'un qui gravit les échelons, qui se bat jusqu'à arriver au niveau supérieur de la hiérarchie, et puis décide de tout casser, de tout, en fait,
Ça va vite, hein? Ça va vite, hein. Imagine, par exemple, si tu prends Achraf Hakimi, ou je ne sais pas si les accusations sont fondées ou pas, mais si tu gravis les échelons, t'es arrivé au niveau supérieur, t'es professionnel, tu gagnes $100,000 par semaine. Pourquoi tu veux tout risquer pour des histoires de femmes, quoi? C'est nous qui disons ça. Parce qu'on n'est pas dans ce monde-là. Même si j'étais à ce niveau-là, jamais j'aurais fait un truc pareil. Mais c'est une histoire d'entourage, en fait, aussi. Tu vois, à un certain niveau. C'est-à-dire que, je pense que... Ça vaut pas la peine. Non, c'est clair. À la fin, ça vaut pas la peine. Mais en fait, quand t'es dans certains milieux, ou certains entourages, tu vis dans une réalité différente. Ça veut dire que ce qui est normal pour toi et moi, c'est pas normal pour eux, en fait. Tu vois, donc, finalement, sur pas grand-chose, tu fais une erreur qui te coûte beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, tu baignes depuis trop longtemps dans un monde parallèle. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu disais, l'entourage, il est hyper important pour éviter ça et pour que les gens, ils gardent comment dire, la tête sur les épaules, en fait, et les pieds sur terre. Surtout, garder les pieds sur terre, c'est important. Je pense que quand tu gagnes beaucoup d'argent, les gens te regardent différemment. Ouais. C'est vrai. En fait, c'est pas le joueur qui change, c'est la perception des gens. C'est ça. Que les gens ont sur le joueur qui change. Et ça l'influence, forcément. Ça l'influence, ça l'impact sur ses choix, sur ses décisions. C'est pour ça que aussi nous tous que nous aimons Sadio Mané pour son humilité aussi, quoi. Tu vois, même s'il parle pas beaucoup. Je pense qu'il aurait pu être multimilliardaire s'il communiquait comme Mbappé. Tu vois un peu. Je pense aussi. Oui. Mais pour le projet Basketball Africa League, je pense que le but derrière, c'est de valoriser le talent africain. Au lieu de laisser les managers, par exemple, européens ou américains venir en Afrique prendre nos talents et les amener. Je pense qu'ils ont su créer un modèle où on met en valeur nos talents, on les met en compétence, on les valorise, et puis vous venez, il y a tout qui était déjà fait. Maintenant, vous ne faites que nous donner le prix à sa juste valeur pour qu'on vous donne nos joueurs. C'est ça le but derrière, je pense. Ouais, et après, l'objectif aussi, c'est de créer une ligue qui permettrait aux joueurs de rester. Ouais. Tu vois, parce que, comme tu disais tout à l'heure, le problème dans le foot, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs sont pas rémunérés. En fait, c'est pas un métier pour eux d'être footballeurs. Ils sont pas payés comme tels. Donc, l'objectif, c'est aussi de créer un écosystème qui va faire que, peut-être que les meilleurs iront jouer aux États-Unis. Mais en fait, les très bons pourront rester ici. L'écosystème est là. L'écosystème est là pour les recevoir et pour leur permettre de s'épanouir ici. C'est ça. En même temps, il y a une machine derrière qui fait que si un chercheur de talent était intéressé, il y a des contrats qui sont bien rédigés, bien faits. En fait, le joueur sera accompagné. C'est pas comme dans le secteur informel, en fait. Exact. Et je pense que tu vois, le pouvoir de la balle, c'est aussi ça. C'est le fait que c'est une organisation qui arrive pour impacter au niveau du sport, mais beaucoup plus large, en fait. Beaucoup plus largement que seulement le sport. Tu peux pas changer le sport qu'avec du sport. T'as fait référence à des notions de droit. Il y a des notions économiques avec les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise qui veut s'associer à la balle, si c'est une entreprise locale, elle va devoir être aux normes. Ils vont pas accepter, je pense, qu'une entreprise qui soit, tu vois, dans l'informel, elle s'associe à leur image. Donc finalement, le rayonnement, il dépasse le cadre du sport et je pense que franchement, c'est une super opportunité pour l'Afrique. D'accord. Mais pourquoi on peut pas faire ce même format dans le milieu du football? Je pense que Bâle a trouvé, en fait, la solution idéale pour mettre en valeur nos talents avant même qu'on les extirpe ailleurs, quoi. Pourquoi on peut pas faire ça dans le football? On pourrait. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire ça? Très bonne question. C'est bizarre. Très bonne question, mais on pourrait, hein, comme je disais tout à l'heure, on a tous les ingrédients pour faire un bon gâteau. Mais avoir les ingrédients, ça suffit pas. Tu vois, faut bien doser. Si tu mets trop d'œufs, ça sera pas bon. Si tu mets trop de farine, ça sera pas bon. Donc, je suis partie prenante du fait que on devrait essayer et être dans une démarche d'amélioration continue, en fait. Ça veut dire que on va pas attendre que tout soit parfait ou on va pas attendre d'avoir le plan parfait. On teste et on ajuste. Après, c'est ça, le secteur informel, ça nous pose beaucoup de problèmes, surtout dans le milieu du football. C'est vrai. Mais d'après ton expérience, d'après ce que tu as eu à faire, les rencontres que tu as eu à faire avec pas mal de personnes, quelle est ta perception globale du football local? Et qu'est-ce qu'on peut faire davantage en termes de conseils, quoi? Donne-moi toi conseil que tu donnerais à tous les différents clubs locaux pour valoriser le championnat local. Je dirais accompagner les joueurs, les accompagner surtout d'un point de vue communication et marketing, mettre en lumière les talents, en fait. C'est pas simplement le rôle des médias de mettre en valeur les talents. Et je pense que on peut accompagner les joueurs à prendre soin d'eux-mêmes, à prendre soin de leur image.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui sont connus parce qu'il y a tel joueur et tel joueur qui sont passés. Ouais. Tu vois, Comme Bamadieng avec Génération Exactement. Foot, Gane. Avec Djambar. En fait, les clubs sont davantage connus parce que c'est les anciens clubs d'un tel. Donc, il faut capitaliser sur ça avant même qu'ils partent. Je trouve pas ça normal que les joueurs, en fait, deviennent des stars à partir du moment où ils quittent le continent. C'est un problème, et je pense que chacun a sa responsabilité dans ça. Et c'est pas que le rôle des médias de mettre en valeur les athlètes. Donc, en premier lieu, je dirais ça. Et je pense que ça leur coûte pas grand-chose de faire ça. Ouais, de travailler sur cet aspect-là. Après, je dirais la gouvernance, genre professionnaliser les clubs en interne. Confier le marketing à quelqu'un avec transparence, quoi. Avec transparence, la gouvernance, c'est important. Ouais. C'est important. Si tu veux professionnaliser, t'es obligé d'être transparent et de mettre en fait la compétence au bon endroit. Ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, si tu confies le community management au neveu d'un tel, mais c'est bien, tu vois, il y a un début. Mais à un moment donné, si tu veux passer l'échelle supérieure, il faut mettre un professionnel en fait à ce niveau-là pour que ça puisse te rapporter. La bonne personne à la place qu'il faut. Exactement. Pour que ça puisse te rapporter quelque chose sur le long terme, il faut mettre un professionnel en fait, tout simplement. Là, je pense qu'on est à 2 conseils. Oui. Le dernier. Et le dernier, bon, c'est la même chose. C'est la même chose, mais je dirais, ça rejoint un peu tout ça, mais c'est penser aux fans, en fait. Le tourisme est sportif aussi. Ça, disons que ça va avec le marketing pour moi. Okay. Mais en fait, quand je pense aux fans, je me dis, si tu penses aux fans, potentiellement, tu arrives aussi dans la démarche du tourisme sportif. Si tu te dis, OK, quand j'organise un match, qui est-ce que ça peut intéresser? Si t'as cette prise de recul-là, en fait, tu vas mettre en place beaucoup d'actions qui vont faire que même les touristes, en fait, demain, ils voudront venir voir un match. Parce que il faut créer des ambiances, il faut créer... ambiances, ouais. Et ça, en fait, sur ça, il faut pas essayer de copier un tel. Il faut faire quelque chose qui ressemble à l'âme du club et il faut se reconnecter avec ça, en fait. Surtout avoir des valeurs, quoi. C'est ça, se reconnecter aux valeurs et penser aux fans. Pas penser que à ceux qui viennent dans le stade déjà, mais se dire, OK, comment je fais pour rendre mon club attractif? Comment je me différencie des autres? Et revenir un petit peu à l'essence des valeurs. J'aime beaucoup l'exemple du Casa Sport. Pour moi, le Casa Sport, c'est un club qui est différent, en fait, dans cette partie-là et dans cette vision. En quoi Casa Sport est différent, par exemple, en termes de valeurs? En termes de vision, en fait, ils ont une image très forte et ils cultivent leurs valeurs. Ça veut dire que le Casa d'il y a 20 ans, en fait, en termes de valeurs, c'est le Casa d'aujourd'hui. Ils ont gardé les mêmes valeurs et la même identité. Tu sais, moi, c'est un club que je connais parce que mon père, en fait, quand j'étais plus jeune, il était dans l'organisation du Casa, tu vois. Super. Il m'a trop parlé du Casa quand j'étais petite. Il m'en a trop parlé. Donc t'es biaisé. Complètement. Ça veut dire que quand je suis venue au Sénégal, quand je suis allée à Ziguinchor, il fallait que j'aille voir un match du Casa. Et tu vois, il y a aussi cette transmission de fans, en fait. Ouais, c'est important. Qui fait que, mon père était fan du Casa. Moi, je n'y connaissais rien. Je connaissais que les noms qui me citaient. Tu vois, les Bokandé, etc. Je les ai pas vus jouer, en fait. Ah bon, Bokandé est passé à Casa. Ah ouais. Mais par contre, grâce à lui, en fait, j'ai cet héritage qui fait que, si je devais choisir un club, je choisirais le Casa. C'est sûr. C'est important, l'héritage aussi, quoi. L'héritage familial, le facteur transmission. Ouais. C'est important. Ça, c'est à l'initiative du club. Ça veut dire que si, aujourd'hui, tu vois, le Casa, ils ont encore des liens avec ces personnes-là. Moi, mon père, il est dans un groupe du Casa. Donc, forcément, émotionnellement, je suis rattaché à ce club. Mais je pense que la raison pour laquelle ton père te partage toutes ces expériences, c'est parce que lui-même, il a passé du bon temps avec le club, tu vois. Donc ça revient à ce qu'on disait, la même chose, c'est la qualité de l'expérience. Exactement. Le user experience. C'est ça qui compte à la fin. C'est important. Parce qu'on on va pas raconter une mauvaise histoire à nos enfants, c'est sûr. C'est clair. C'est clair. Et c'est pas des clubs qui ont tout gagné. Ils ont gagné, mais ils ont aussi perdu. Mais finalement, à la fin, c'est pas ça qui compte. T'as parfaitement raison. Que créer un cadre qui fait que l'utilisateur ou bien le fan, il sera ravi, joyeux, content et surtout hâte de raconter cette expérience. Et c'est les gens c'est les gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent même s'ils en ont pas beaucoup. Pareil pour moi aussi. Hein. Moi, je suis prêt à dépenser tout mon argent pour regarder un match classique au Barça Real. Je te jure. Parce que je pense que ça vaut la peine. C'est une expérience de toute une vie, quoi. Non, c'est ça. Et des fois, c'est juste pour le soutien. Pour le soutien. Tu vois, j'ai beaucoup entendu de gens qui disaient que, tu vois, dans les Navetanes, les gens, ils donnent de l'argent. Pour soutenir, en fait. Si. Mais ça, c'est parce qu'il y a une connexion émotionnelle. Des actions communautaires. Ouais. Quelle est ta définition de la réussite? Ouh là là, grosse question, là.
Ma définition de la réussite. Ouais. Je dirais rendre fiers mes parents et mes proches. Pour moi, ça contribue à ma réussite. Et après, en fait, être épanoui de manière générale. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des ambitions, j'ai des projets. Et disons que j'apprécie le chemin, mais en fait, si j'arrive à cet objectif, ça va contribuer à ma réussite. J'aurai l'impression, en fait, d'avoir atteint mes objectifs et, entre guillemets, d'avoir réussi, même si ça voudrait pas dire que je suis arrivé, ça y est, j'ai fini. Non, forcément, j'aurai déjà d'autres projets, parce que j'en ai déjà beaucoup en tête. Mais, ouais, pour moi, c'est rendre fier tes parents. Surtout. Mais ça, c'est subjectif, non? Ouais. Ouais, ok. C'est carrément subjectif, mais en fait, je pense que c'est propre à chacun, en fait. Parce que j'analyse, en fait, sur quels critères on va se baser pour rendre nos parents fiers. Je pense que ça dépend après aussi, on peut se dire que ça dépend de entre guillemets, ce qui rendrait fiers nos parents. Ok. Je pense que... Je sais que moi, ma mère, là, c'est le mariage. Et ça, c'est rien. Donc il faut accélérer, là. J'analyse, quoi. Je me dis, ouais, mais comment on pourra nos parents fiers, surtout sachant qu'eux-mêmes, ils ont leur préférence. Ouais, c'est clair. Ils ont leur subjectivité, en fait, dans certaines questions. Non, c'est clair. Mais après, je pense que, tu vois, de manière plus large, bon, je sais pas pour ta maman, mais en fait, ils sont fiers si on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire et que c'est quelque chose de bien, en fait. Si, surtout. Tu vois. Donc, le mariage, ça en fait partie, donc faut accélérer. Mais, tu vois, d'un point de vue professionnel, je pense que ta mère, elle doit déjà être fière de toi. C'est sûr, c'est sûr. Il reste plus que le mariage et après c'est bon. Ça, elle va devoir attendre un peu. Elle va devoir gérer sa colère. Je disais, si tu dois remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à Oumi il y a 10 ans, par exemple? Je lui dirais de pas avoir peur. Je sais que t'as galéré ces 3 dernières années au Sénégal, là. C'est pas facile. Mais vas-y, explique. Mais je dirais, je lui dirais de suivre son instinct, de pas avoir peur, et, potentiellement d'avoir un mentor, tu vois. C'est difficile, et aujourd'hui, je trouve que si j'avais eu un mentor, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient accélérées. Mais bon, après, dans la vie, tu choisis pas. Des fois, tu passes par des endroits où je suis quand même reconnaissante parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, etc. Mais c'est vrai qu'avoir un mentor, ça te fait gagner du temps. Est-ce qu'actuellement, t'as un mentor actuellement? Non, toujours pas. Ah ouais, toujours pas. Appel au mentor. Non, toujours pas. Par contre, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent et j'échange avec beaucoup de gens qui me conseillent et qui ont la crédibilité aussi pour pouvoir me conseiller. Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans un mentor actuellement? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Dans un mentor, quoi, actuellement. Est-ce que c'est de l'accompagnement ou c'est des conseils ou c'est stratégie, je ne sais pas moi. Un peu de tout. Parce que je suis toujours en train d'apprendre, comme tu dis, ça fait plus ou moins 3 ans que je suis beaucoup au Sénégal. Et tu vois, il y a des choses que j'ai appris par la force des choses, tu vois, par le terrain. Et je suis à un moment où j'ai envie de gagner du temps. Donc, tu vois, si quelqu'un est déjà passé par le chemin et qui me montre le chemin, ça me fait gagner du temps. Est-ce que t'as une idée de la personne que tu aimerais qu'elle te mentore? Mais je vais pas dire. Ok. Je cherche si je peux aider, hein. Putain, tu peux le dire. On en parlera en off. Ok. Bizarre. Satisfaire, c'est ça? Non. Ah bon? En fait, je me pose la question. C'est rare de voir quelqu'un qui n'a jamais eu de mentor. Non, en fait, je trouve que c'est difficile. En fait, je pense que je suis une personne pour laquelle c'est difficile de demander. Ok. Donc peut-être que j'ai eu des mentors ou peut-être que ce que j'ai eu comme conseil, ça s'apparente à des mentors, mais j'ai pas eu une personne référente, entre guillemets, à qui je pouvais tout dire, à qui je pouvais tout expliquer, à qui je pouvais demander des conseils. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui s'ouvre facilement aux autres? Pas tellement. Donc la responsabilité est partagée? Sûrement. Ok. Je pense que, tu vois, j'ai pas de difficulté à parler avec les gens, mais je fais rarement le premier pas, en fait. Pareil aussi, hein. Même si je travaille personnellement. Mais quand même, si je suis intéressé, je vais y aller. Ouais, moi aussi, ça dépend des contextes. Ouais. Ça dépend des contextes. Mais disons que c'est pas un trait de ma personnalité. Je pense que j'ai progressé par rapport à moi d'il y a 5 ans ou plus. Mais à la base, ça fait pas partie de ma personnalité. Par contre, en fait, j'ai l'impression quand même d'avoir peut-être un visage accueillant. Parce que j'ai eu la chance que beaucoup de personnes sont venues me parler, en fait. Et après, une fois que tu viens me parler, je suis ouverte. Donc certainement, t'as dû avoir une personne qui a voulu aider, mais
tu lui as pas ouvert les Ouais, bords, c'est c'est possible. ça? C'est possible, C'est certainement. possible. Est-ce que tu réfléchis à une personne là, actuellement? T'as un nom? Je sais pas. Ça, c'est ton prochain exercice. Ouais, grave. Vas-y, réfléchis idée. sur ça après en off, quoi. Ça marche. Peut-être peut-être c'est comme les femmes qui, Les femmes qui les quoi? femmes qui rejettent les hommes, là, et qui se disent, j'ai pas encore trouvé la Le bonne. parallèle, il Mais est dangereux, peut-être- hein. Mais peut-être parce que t'as déjà rejeté ton futur mari. Toi aussi, je pense que t'aurais dû avoir plusieurs mentors, mais à force de se fermer, t'as dû Non, mais la comparaison, elle est dangereuse, hein. rejeter plusieurs mentors sans le savoir. Mais c'était pas assez concret. Je t'inquiète. C'était pas assez concret. Donc, les propositions, faut qu'elles soient concrètes. Mais en tout cas, t'as compris le message. J'ai compris le Ok, ça message. marche. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise ces derniers temps? Tu me poses des questions bien philosophiques, là. C'est ça, hein, le but. La plus grande leçon, c'est, je dirais, de suivre son instinct, de pas oublier d'où on vient, et en fait de rester humble. Surtout, ouais. C'est-à-dire que à la fin de la journée, on est tous des humains, en fait. Il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Peu importe la richesse, peu importe la connaissance. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai senti ça. Tu vois, cette humilité. Et je trouve que ça les grandit encore plus, à mes yeux, en fait. Je suis d'accord. Est-ce que tu as une peur que tu essaies de combattre actuellement? Une insécurité, une peur en ce moment? Ouais, la peur de l'échec. Comme tout le monde, je pense, ouais. enfin, comme beaucoup de gens en tout cas. Mais ouais, tu sais, après, le syndrome de l'imposteur, je pense que tout le monde l'a à certains moments. Ouais. J'y travaille. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux jamais vraiment enlever parce que je sais pas si on peut dire... Les gens qui sont exigeants, ils penseront jamais qu'ils ont réussi. Même quand ils ont réussi. T'es trop dur avec toi-même, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Le meilleur conseil qu'on t'a donné, De suivre mon instinct. le pire conseil. De rentrer en France. Je rigole. J'aime la France. Non, je rigole. Le pire conseil, je sais pas. Je pense que tu rigoles pas, hein. Je ne pense pas que tu rigoles. Je n'ai pas de problème avec... ouais. Non, mais qui t'a dit ça? Non, en fait, je dis ça pour rire, mais parce que tu vois, mes amis et tout, ils me demandent tout le temps quand est-ce que je rentre. Bon, maintenant, ils ont arrêté. Ah ouais. Mais avant, ils me demandaient tout le temps quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu rentres. Ok. Et en fait, je rentrerai, tu vois. Mais... Un échec particulier qui t'a marqué. Un échec particulier qui m'a marqué. Ouais, j'en ai un. Donne-moi. J'en ai un. Bon, c'est un moment, je travaillais en fait avec des amis et ça a pas très bien fonctionné et je l'ai vécu comme un échec et comme une leçon en même temps. Je dirais pas forcément comme un échec en réalité. Sur le moment, c'était un échec, mais avec le temps, ça a été une leçon et ça m'a appris beaucoup. Et je pense que il faut accepter l'échec en fait pour pouvoir avancer. C'est cliché un peu de dire que ça fait partie de la vie, mais c'est vrai. Et Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai pas bien compris. C'est la relation amicale, c'est que on peut pas toujours, en fait, on peut pas toujours travailler avec des amis. Ok. À un moment donné, tu vois, quand t'es dans du business, il y a des intérêts qui font que l'amitié, soit elle va être reléguée au second plan, soit on peut juste pas s'entendre dans le travail. Et je l'ai compris par la force des choses. Mais ça m'a appris, parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai mon entreprise aussi, et peut-être que je comprends mieux les épreuves par lesquelles je suis passée, tu vois. Si. Mais je pense que j'avais besoin de ça pour être là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. C'était formateur, cet échec, en fait. Ouais, complètement. Super. Et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Arrête de me regarder. Non, mais on est trop dans la philosophie, là. Ouais. Mais c'est ça le but. On va parler en fait, la raison pour laquelle j'intègre les questions de retour inspection, c'est pour montrer aux gens que c'est pour humaniser l'invité, en fait. C'est pour montrer aux gens, il est compétent. Je te Il a fait toutes ces belles choses. Mais je sais, je peux juste expliquer. Mais malgré tout, on est tous des êtres humains, on a nos hauts et des bas. Moi aussi, moi qui suis là devant toi, j'ai mes problèmes, j'ai mes insécurités, je suis pas parfait. On est tous des imperfections, quoi. Donc c'est important de montrer ce côté-là pour montrer aux gens que c'est vrai, on monte dans la vie, on grandit, on évolue, mais c'est une amélioration continue, quoi. Complètement. C'est ça. Complètement d'accord. Comme influence, c'était ça la question? Oui, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Positivement, pas négativement. Pourquoi toujours la négativité?
Non, très franchement, bon, moi, je suis dans le domaine du sport, tu vois, mais j'aimerais... c'est un milieu, en fait, qui est très masculin. Donc, j'aimerais montrer, en fait, à toutes les femmes, et même à tous les jeunes, de manière générale, c'est pas qu'un truc de femmes, mais de montrer, en fait, que avec la volonté, on peut arriver où on veut. Je suis pas encore arrivé là où je veux, mais je pense que je peux y arriver, je pense que je vais y arriver. Et si, en fait, j'arrive juste à inspirer des gens, ça me suffit. Ouais. Pour moi, j'aurais laissé une influence et ça me suffit. Super. Oumi, c'est gentil. Merci à toi. Beaucoup. J'ai bien apprécié notre discussion. Moi aussi. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Vous pouvez me suivre sur Instagram. Sur Instagram. Ok. on va partager les références dans les show notes comme d'hab. Donc, ta page Instagram, ta page LinkedIn aussi. T'es sur LinkedIn. Ouais. T'as un site web? Ouais, j'ai un site web aussi. Ok, tu me donnes tous les détails. Après, je vais mettre ça dans les show notes. Les gars, n'hésitez pas à suivre Oumi. Si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par le tourisme sportif, les sports business, le marketing sportif, n'hésitez pas à suivre ses lives, ses articles sur LinkedIn. C'est super intéressant. Et c'est KO Talk Sport. Et KO Talk Sport. Est-ce que tu peux parler de ça, KO Talk Sport? Ouais, en fait, le KO Talk Sport, je l'ai co-créé avec Kofi, qui est devenu un ami. Et en fait, on parle des problématiques du marketing du sport et on essaie de proposer des solutions. On est vraiment dans une logique où on se dit qu'il y a beaucoup de problèmes, comme partout, mais on veut être dans une logique de solution. Donc on échange, on essaie de démocratiser la compréhension du marketing sportif et on espère que de là, il y a des projets qui vont naître. Donc si vous êtes intéressé par les thématiques du sport... n'hésitez pas à venir participer, c'est sympa, on rigole bien. Franchement, on rigole bien, voilà. Comme on rigole ici, quoi. C'est ça. En tout cas, c'est fait un honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite que le meilleur au monde pour tes projets. Et ne ratons pas. Désolé les gars, je rentrerai pas. Pas maintenant. Reste encore. Ouais. On va gérer. Les gars, à la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. Be out. Bye.